don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pascal Bastien, très cool. On se fait un beau podcast dans les bureaux de Head Office à Sainte-Julie. Très bel emplacement. Pour vrai, on a fait le tour. On a fait un peu le tour guide. C'est très intéressant. On s'est fait un setup custom. On pourrait peut-être montrer des photos éventuellement, là, mais je suis très satisfait. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Yes, c'est tout le plaisir pour moi. Parle de ton entreprise, Voltix. Yes, écoute, Voltix, c'est une entreprise qui va avoir un an dans les prochains jours. Le temps passe vite, donc une entreprise évidemment qui accompagne les PME à générer de la croissance, donc autant au niveau de l'analyse de la profitabilité, l'intégration d'outils de banque comme un CRM de type low-code, no-code, l'intégration de logiciels de marketing automatisé, donc toujours axé sur la conversion, que ce soit en lead ou en client, et bien évidemment de bâtir là, une stratégie de génération de leads qui, bien sûr, là, est la source, en fait, de la génération de revenus. Comment tu as trouvé ton nom? Écoute, Voltix, c'est lié vraiment à mon approche. Donc, Volt, qui fait référence à l'électricité. Mm-hmm. Donc, une méthode d'intégration chez nous qui est extrêmement dynamique, extrêmement volatile, dans laquelle il y a toujours une vélocité constante. Donc, ça me fait penser un peu, là, c'est ça, à ce terme-là. Non seulement ça aussi, mais l'électricité, souvent, c'est une connexion. Donc, évidemment, Voltix vient se connecter, si on peut le dire comme ça, à des clients pendant un certain temps. Donc, ça, évidemment, ça a aussi fait référence à l'électricité, le volt. Puis, finalement, le iX à la fin, c'est vraiment au niveau de la sonorité. Puis, ça vient aussi rendre un peu là, le tout unique. Donc, c'est de là qu'est né vraiment le nom Voltix Consultation. OK, on va revenir un petit peu dans ton background. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer initialement? Ben écoute, j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'entrepreneuriat. C'est pas une histoire de famille ou quoi que ce soit dans laquelle mes parents ou quoi que ce soit ont été entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en cours de parcours professionnel. Évidemment, de pouvoir vraiment développer mes méthodes d'intégration, mes processus, d'avoir aussi un peu plus d'impact sur tout ce que je fais en termes de développement d'affaires. Donc, c'est ce qui m'a poussé là, à faire le saut en entrepreneuriat. Puis, depuis le début, là, je dois t'avouer que je regrette pas du tout cette décision-là. Ça a été quoi ton plus gros challenge? Écoute, au début, c'est sûr qu'il y avait tout ce qui gravite autour de les normes comptables, la fiscalité, qui, à mon avis, est un champ d'expertise que pas nécessairement tout le monde connaît. Il y a aussi au niveau de la méthodologie d'intégration. L'objectif, c'est toujours de bâtir une méthodologie qui est facilement, comme on dit, scalable de projet en projet. Fait que de développer des modèles d'intégration qui s'appliquent à plusieurs contextes. Donc ça a été un défi aussi au début. Puis il y a aussi eu le fait que je n'étais pas nécessairement 100% Voltix, donc j'avais un double rôle un peu. OK. Ce qui m'a un peu mis dans une position où est-ce que je ne pouvais pas passer autant de temps que j'aurais aimé sur le développement des affaires. Donc ça a été un des défis, là, surtout dans les débuts. Bien évidemment, il y a bâtir toute l'identité de marque, la charte graphique, de commencer à se faire connaître sur les réseaux. Ton marketing? Le marketing, exactement. Fait que ça a été quand même, au début, c'est que tout arrive en même temps. Fait que là, c'est de prioriser qu'est-ce qui est le plus important là-dedans. Nice, très cool. Tu veux-tu me parler un petit peu plus concrètement de tes services, ce que tu offres à ta clientèle? Donc, en fait, je m'adresse surtout aux solopreneurs, les micro-entreprises, les PME. J'accompagne ces entrepreneurs-là et ces entreprises-là à générer de la croissance. Dans la grande majorité, là, c'est souvent des gens qui n'ont pas nécessairement de processus de vente, qui n'ont pas les bons outils, où est-ce que leur croissance stagne, qui ont de la difficulté à passer au prochain niveau. Donc, j'offre des services en intégration CRM, lead generation. Je fais beaucoup de coaching aussi. Tout ce qui est la création de processus de vente, donc prendre charge ou créer une force de vente. Donc, c'est vraiment ce volet-là, plus croissance-vente. Et aussi, il y a le côté marketing dans lequel j'utilise des outils qui vont permettre d'automatiser, que ce soit par l'outil ou l'intelligence artificielle, de plusieurs processus de marketing. Plus forcément axé sur le marketing par courriel, marketing SMS et la création de contenu avec l'intelligence artificielle. C'est fou parce que les gens, je leur pose souvent des questions à mes invités ou c'est souvent des travailleurs autonomes, tu sais, qui ont un ou en bas de 5 employés, disons. Puis souvent, je leur pose, OK, c'est quoi ton processus de vente? Tu sais, comment tu fais pour aller chercher des clients, ta prospection? Juste ton tunnel aussi, c'est quoi? Tu sais, c'est qui est impliqué là-dedans? Puis
souvent, ben, ils vont bégayer, ils vont pas savoir quoi dire, ou simplement, ils vont me dire, Anto, j'ai pas de processus, je sais pas par où commencer, puis c'est sûr, tu perds tes leads. Là. 100%. Fait que c'est tellement une offre intéressante que tu as, là. Pertinente, en fait. Oui, puis c'est super adapté, puis tu sais, souvent, tu sais, dans les analyses découvertes, ou peu importe, très tôt dans les discussions, tu sais, je me rends compte que c'est un manque qui est assez important. Ouais. Puis, pour des entreprises qui sont sur la bonne voie, tu sais, que ça va quand même super bien, un revenu mensuel ou récurrent qui est généré, qui est assez impressionnant, mais qui pourrait vraiment amener ça à un autre niveau, juste par la standardisation de ces processus-là, s'ils existent déjà, ou de les créer. Mais ce qui est important, c'est une fois que les processus sont créés, quels outils viennent supporter ces processus-là. Donc, il y a comme un amalgame de sujets dans tout ça, puis je suis pas surpris de ta réponse là, par rapport à ça. Oui, c'est assez commun. Puis même, tantôt on parlait de ça, mais les gens qui ont implanté des services, qui se sont fait implanter des services Zoro, par exemple, puis que c'est mal fait. Oui, écoute. La compétition est féroce, mais ça veut pas dire qu'elle est bonne. Exactement. Puis tu sais, chaque méthode est bonne. Tu sais, ma méthode est excellente, évidemment, mais il y a d'autres méthodes aussi. Donc, tu sais, il n'y a pas c'est pas dans le secret absolu. Sauf que ce qui est super important et ce qui est souvent soulevé par rapport au point que tu amènes, c'est que les intégrateurs n'ont pas nécessairement écouté les besoins du client très tôt dans le process, ce qui fait en sorte qu'ils partent dans une direction pour finalement revenir en arrière, repartir dans une autre direction. Donc, il y a vraiment une perte de temps, une perte d'investissement. Donc, ça arrive assez régulièrement. Puis, ça m'amène à discuter d'un autre point où est-ce que l'avantage de mon côté, c'est que je suis agnostique. Donc, je ne suis pas exclusif à un produit. Oui, je suis partenaire certifié sur plusieurs d'entre eux, mais ça m'amène vraiment à discuter des besoins clients et de proposer, en fait, 2 ou 3 outils que je passe en démo. Et c'est vraiment le client qui va prendre la décision. Donc, je n'arrive pas très tôt en disant le produit X va révolutionner ton quotidien, tu as besoin du produit X, etc. Si je présente le produit X, Y, Z et en fonction de ce que le client préfère, côté interface, fonctionnalité, etc., lui va prendre la décision. Nice. As-tu un type de clientèle que tu veux plus te nicher actuellement? C'est une super bonne question. En fait, non. Moi, je cible vraiment un profil, donc solopreneur, PME, micro-entreprise, comme j'introduisais. Je n'ai pas de verticale dans lequel je veux devenir, disons, une expertise. J'ai intégré des CRM, j'ai fait des projets sur une dizaine de verticales. Je ne veux pas vraiment m'étiqueter parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir une variété de projets qui est différente. C'est plus côté créatif parce que les gens ils pourraient dire que c'est beaucoup plus facile à gérer si moi je fais juste affaire avec des entreprises de construction pour leur CRM, par exemple. Fait au contraire, toi, tu veux justement développer une panoplie de clients, de types de clients. Bien, comment j'ai un peu, si jamais c'est une objection à laquelle je fais face, la base est commune, que ce soit en construction, en immobilier, en service professionnel, la base est souvent très commune. C'est vrai. Fait que j'arrive avec un 60% avec ma méthode qui est facilement scalable à plusieurs contextes. Fait que je fais déjà un premier 60%. Ensuite, le 40% manquant, c'est vraiment en fonction du contexte d'organisation, des besoins, des requis, etc., que je viens collecter très tôt dans le projet. Donc, même si je ne m'étiquette pas comme étant, par exemple, expert dans l'immobilier, je sais que le projet va être à succès parce que, premièrement, mon 60% est déjà établi, est déjà testé. Puis le 40%, je l'ai probablement déjà fait dans le passé avec un client dans ce contexte-là. C'est assez rare qu'on va différer vraiment de ce que j'ai déjà fait dans le même contexte. Alors, c'est pas à mon désavantage. Moi, je pense que c'est tout à mon avantage d'être un petit peu plus large, de cibler des types plutôt que des industries. Qu'est-ce qui différencie un compétiteur commun à faire affaire avec Pascal? C'est une super bonne question. Au niveau de Voltix, premièrement, il y a 3 mots-clés qu'on utilise énormément. C'est l'audacité. Donc, on fait preuve d'audace, on essaie des choses, on essaie c'est le fameux « think out of the box ». On est souvent dans cette optique-là. Le deuxième, c'est l'adaptabilité. On s'adapte à tous nos projets. J'ai des très, très, très petits projets, j'ai des très, très gros projets, j'ai des 0,5 utilisateurs, j'ai des 40 utilisateurs et plus. On s'adapte vraiment par projet. Et évidemment, le dernier, c'est l'accessibilité. Encore une fois, c'est qu'on offre des produits, on offre un service qui, à mon avis, est super abordable et super accessible à plusieurs types d'entreprises. Donc, ces 3 mots-clés-là viennent absolument nous distinguer. Et le deuxième point, qui est, à mon avis, assez important, comme je l'expliquais, c'est qu'on a une méthodologie qui est rodée, qui est testée et qui fonctionne.
Donc, il n'y a pas de contexte où est-ce qu'on va faire une centaine d'heures en analyse et découverte, puis que le client a investi un montant X, puis on n'a pas avancé. De fil en aiguille, j'ai permis de documenter beaucoup cette méthode-là, ce qui me permet de lancer le projet plus rapidement qu'autrement. Très nice. Dans tes rencontres exploratoires, quand tu rencontres un client ou une cliente potentielle, qu'est-ce qui te chicote ou qu'est-ce que tu vois en premier qui est un red flag peut-être? Ben écoute, on en a parlé un petit peu plus tôt. Aucun processus, aucun outil, aucun pipeline pour la force de vente. Fait qu'on laisse un peu les gens utiliser des bons vieux fichiers Excel que tout le monde utilise un peu à leur propre sauce. Des fichiers Excel avec 494 onglets. Puis s'ils plantent, on est dans la merde. Oui, exactement, bon. Exact. Donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose que je vois beaucoup très tôt dans le processus. Un autre point qui me fait assez sourire dans la phase découverte ou très tôt dans le processus, c'est que quand je discute avec les potentiels clients, bien, ils s'imaginent que c'est minimum un investissement de 75 000. Honnêtement, ça me fait toujours rire parce que c'est beaucoup plus abordable que les gens le pensent. Pour des solopreneurs, des très petites entreprises, il y a des produits qui existent qui sont super peu dispendieux au niveau du coût des licences, mais il y a aussi le fait que j'ai une méthode d'intégration pour ce type de client-là. Okay. Donc, 15 jours ouvrables, un investissement qui est très minime, qui te permet d'avoir un CRM relativement complet, up and running, en 3 semaines. Donc ça me fait souvent sourire parce que les gens ils voient ça comme étant le gros projet d'envergure. C'est vraiment pas le cas. Et finalement, le dernier point, pour répondre à ta question, c'est qu'au niveau des leads que les potentiels clients ont, donc ils ont souvent une quantité assez importante de leads. Ils m'appellent et disent « Pascal, écoute, je ne sais pas quoi faire avec ces leads-là, c'est désorganisé, il y a une prise en charge qui est beaucoup trop longue. » Donc, naturellement, c'est des potentiels revenus qui sont laissés sur la table par mes clients. Donc, ça, de voir des gens qui m'approchent, qui me disent « Écoute, j'ai 1000, 2000 leads, je ne sais pas quoi faire avec », ça me fait toujours sourire parce que naturellement, ça devrait être une question qui aurait dû être réglée. Quand on part un projet avec toi, chronologiquement, on commence avec quoi puis on finit avec quoi? Ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, en fait, il y a toujours la phase d'analyse contextuelle, qu'on peut appeler soit la phase découverte, la phase 0 ou peu importe. C'est une phase qui est très, premièrement, négligée, mais les potentiels clients n'y voient pas nécessairement la valeur ajoutée. Donc, sans s'éterniser sur cette phase-là, c'est extrêmement important pour moi de comprendre le contexte d'affaires, de comprendre les processus, de comprendre le tech stack, donc les logiciels utilisés à l'interne, de comprendre aussi quels sont les logiciels marketing, les logiciels comptables, parce que moi, ça me permet de dresser un portrait 360 et de faire de meilleures recommandations en amont. Souvent aussi, cette phase-là va me permettre aussi d'être beaucoup plus rapide dans l'intégration parce que je comprends le quotidien, soit de la force de vente, des équipes marketing et compagnie. Fait que ça, ce serait la première étape. Okay. La deuxième étape, on est surtout au niveau de la configuration de base. Donc, on vient authentifier des domaines, on vient créer des rôles et responsabilités, on s'assure que, bon, le nom des modules sont bien faits. Fait qu'on est vraiment là au niveau de la config, plus config, très de base. Donc, ce serait la deuxième phase. Ensuite, on passe à l'intégration. Donc, au niveau de l'intégration, c'est là où est-ce qu'on va isoler chacun des modules. Donc, souvent, contact, lead, opportunité, compte. On va vraiment venir configurer ces modules-là en fonction des requis et besoins identifiés dans la première phase. Donc, on est vraiment plus dans cette optique-là. Okay. Si on est en marketing automatisé, encore une fois, c'est vraiment de définir le nombre de courriels envoyés, d'identifier la structure des courriels automatisés, donc une série de bienvenus qui est la plus commune, une série de cross-selling, de upselling, une série de leads perdus. Donc, bref, de définir les séries à concevoir. Donc, ça, c'est un peu plus d'un angle marketing. Okay. Ensuite, la quatrième étape, c'est vraiment au niveau du design de l'interface. Certains produits nous permettent, au niveau UI, donc strictement au niveau du design de ce qu'on voit à l'écran, de venir adapter tout ça en fonction de la charte graphique du client. Donc, on parle des couleurs, on parle des logos, on parle de la disposition. Donc, ça, c'est vraiment une étape là, qui est, à mon avis, est un nice-to-have, mais quand on comprend les besoins, qui peut devenir rapidement un must-have. C'est quoi la dernière étape? Marketing automatisé.
Une fois que les interfaces sont bien designées, quand on a des projets 360, bien évidemment, là, on passe plus au niveau du marketing automatisé. Donc, on vient faire des synchronisations entre le CRM, par exemple, l'outil de marketing automatisé, puis on vient vraiment designer des courriels, identifier des sujets, identifier des pré-headers. On vient vraiment aussi définir là, les call to action dans le courriel, le contenu un petit peu plus textuel. Fait qu'on est vraiment en mode marketing pur et dur par courriel. J'ai des clients aussi, en fonction de certains outils, on peut faire des stratégies d'SMS. Fait qu'on est vraiment dans ce dossier-là, plus marketing automatisé, marketing pur et dur. Et évidemment, la dernière étape, c'est au niveau de la croissance et des ventes. Donc, normalement, on vient justement définir quelles sont les étapes dans l'entonnoir, là, donc le pipeline de lead. Comment est-ce qu'on convertit un lead en opportunité? Comment on s'assure de bien monter une proposition pour que ce soit attrayant? Comment on s'assure de ce qu'on appelle le put pen to paper, donc d'assurer que la dite opportunité soit remportée. Donc, on a des outils de signature électronique, on a des outils qui vont permettre là, d'avoir une proposition dynamique dans laquelle le client pourrait ajouter ou retirer des produits. Donc, c'est vraiment la dernière étape là, dans un projet qui est assez complet dans ce contexte-là. Bien, je pense que c'est important d'expliquer ce processus-là à ton client, justement, dans un meeting quelconque. Ça le met en confiance. Puis, je veux dire, c'est beaucoup plus clair quand tu veux signer une entente avec cette personne-là. Absolument. L'assurance. Je pense que dans les premières étapes, c'est vraiment un élément qui peut faire en sorte que le potentiel client va avec nous plutôt qu'un autre. Ah ouais, à ce point-là. Donc nous, on assure vraiment de ce qu'on appelle « dumb it down ». Donc, c'est sûr que là, je te l'explique un peu plus de manière exhaustive en long et en large, mais souvent, c'est de comprendre qu'il y a une suite logique dans ce qu'on fait et que ça va vraiment avoir un impact autant sur la force de vente que les équipes marketing, que la conversion, la standardisation des processus. Donc, c'est sûr que oui, le dire plus tôt, ça vient donner un sentiment de réconfort au niveau du client, mais aussi, ça vient rehausser la crédibilité qu'on a par rapport à ces potentiels clients-là. C'est clair. Quand on veut établir notre CRM, c'est quoi les 3 outils ou les 3 logiciels qu'il faut absolument utiliser? Bien, écoute, c'est sûr que ça va varier en fonction des besoins, mais souvent, j'ai quand même 3 logiciels que j'aime beaucoup proposer. Le premier, c'est Zoho One, évidemment, qui est une plateforme super abordable et qui offre une flexibilité légendaire à tous mes clients, dans un sens où est-ce que Zoho One, c'est un hub d'applications, de plus de 50 applications qui permettent de gérer 100% des facettes de la business. Donc, tant et autant au niveau du CRM, évidemment, mais on parle aussi d'un outil comptable, un outil marketing automatisé, de prise de rendez-vous, de signature électronique. Fait que c'est vraiment des applications que Zoho One, que Zoho Corp a créées et c'est super facile de synchroniser ces applications-là entre elles. Donc, souvent, pour quelqu'un qui a une force de vente, qui a une équipe marketing, qui a une équipe comptable, bien, ça devient une solution qui est super adaptée pour eux. Donc, ça, ce serait vraiment là, au niveau de Zoho. Le second, c'est Pipedrive, un outil un petit peu plus user-friendly, facile d'utilisation, très linéaire. Tu sais, on va aller créer des pipelines super simples, rien trop complexes. Il n'y a pas nécessairement non plus, un peu comme Zoho, un éventail d'applications. Il y a quelques dérivés au niveau du email marketing. Il y a au niveau aussi de la gestion de projet. Mais ça reste un outil qui est un petit peu plus adapté pour les solopreneurs, les plus petites organisations. Donc, j'aime l'offrir, évidemment, quand les besoins sont alignés avec l'outil. Et le dernier, c'est vraiment le HubSpot Sales Hub, donc tout ce qui est axé au niveau des ventes. C'est un outil qui est super puissant au niveau des automatisations, donc des workflows, etc., qui offre des fonctionnalités aussi qui sont assez uniques en termes de prospecting. Donc, comment prendre une prise en charge d'un lead puis l'amener, évidemment, vers la conversion en client. C'est un outil qui est un petit peu plus adapté pour les PME. Donc, on s'entend un certain nombre d'utilisateurs, une entreprise qui est une certaine maturité, qui n'est pas nécessairement en phase démarrage. Donc ça, c'est souvent là, un type d'outil que je vais recommander là, pour ce type d'organisation-là. Alors, ce serait vraiment les trois outils que je recommanderais au niveau CRM qui vraiment sont adaptés à 3 différentes audiences. Le second outil que je recommande souvent, c'est Pipedrive. Donc, un outil qui est très simple d'utilisation, une interface hyper simple à naviguer, donc très accessible là, pour des solopreneurs, travailleurs individuels. Le coût des licences est assez faible, donc souvent, là, pour éviter d'avoir un certain impact sur les liquidités, c'est un outil que je vais très conseiller là, pour ce genre d'audience-là. Cool. Le troisième outil que je recommande au niveau du CRM, c'est HubSpot Sales Hub, donc tout ce qui est axé vers les ventes. C'est un outil qui est super malléable, donc c'est facile à l'adapter
au quotidien de la force de vente du client. C'est un outil aussi qui est hyper fort, qui a des fonctionnalités au niveau de la prospection, donc comment amener un lead à la conversion, donc vers un client. Et évidemment, le dernier point pour HubSpot, c'est facilement intégrable au Marketing Hub de HubSpot. Donc, c'est pour ça que c'est les 3 outils là, que je recommande le plus, qui sont accessibles à 3 audiences différentes. Super, merci mon cher. Pour l'automatisation marketing, c'est quoi les logiciels que tu recommanderais? Pour le marketing automatisé, évidemment, j'ai toujours un coup de cœur pour Klaviyo. Klaviyo, qui est un outil de marketing automatisé hyper puissant, donc offre toutes les fonctionnalités possibles et se distingue notamment par la puissance derrière l'automatisation des courriels et offre aussi beaucoup de fonctionnalités pour l'automatisation des SMS. Donc, Klaviyo est souvent proposé pour des projets de plus grande envergure, qui a beaucoup de courriels, etc. Le second, c'est Brevo. Donc, Brevo, qui est une application qui est super facile d'utilisation, très linéaire, très straight to the point. Donc, permet de faire des envois de courriel de mode e-blast. Offre des fonctionnalités d'automatisation, mais pas à un niveau aussi élevé que Klaviyo. Donc, ce serait le deuxième que je recommande dans l'écosystème d'outils marketing automatisés. Et le dernier, souvent, ce sont les outils qui font partie d'un hub. Donc, par exemple, plus tôt, on a parlé de Zoho, qui a Zoho Marketing Automation. On prend un HubSpot, qui a HubSpot Marketing Hub. On parle de Salesforce, qui a Salesforce Marketing Cloud pour le B2C et Pardot pour le B2B. Donc, vraiment, d'y aller avec ce genre d'outils-là parce que ça va facilement s'intégrer avec le CRM. Parlons maintenant du lead generation. Ça ressemble à quoi, les outils? Donc, pour le lead generation, il y a plusieurs outils, que ce soit des outils qui sont déjà préconçus. Mais à mon avis, un qui est super important, surtout dans le B2B, c'est LinkedIn Sales Navigator. Donc, permet de cibler des audiences hyper précises en fonction des besoins et des requis du client. Donc, ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de déjà passer la phase de préqualification. Donc, avec des fonctions booléennes, comme on appelle, on vient vraiment cibler des comptes, des personnes qui sont sujettes à être des potentiels clients. Ça génère aussi des résultats très rapides. On le sait tous, les clients veulent des résultats hier. Donc, souvent, quand ils veulent les résultats hier au niveau du lead generation, on opte pour cette approche-là. Le second, c'est au niveau des outils d'enregistrement. Donc, on parle d'un Loom de ce monde ou quoi que ce soit pour faire de la vente par vidéo. Parce que ça a l'air de rien, mais des messages audio, des messages vidéo, des outils qui permettent de ressentir le ton de voix, la présence d'une personne, ça vient avoir des impacts super positifs dans le processus de vente. Donc, souvent, au niveau du lead generation, ce serait un mix de LinkedIn Sales Navigator avec des enregistrements vidéo. Souvent, le mix de ces deux-là, écoute, c'est sûr qu'au niveau de la génération de leads, là, ça vient avoir un impact positif. J'ai amené une précision par rapport à ça parce que je trouve ça intéressant. Quand tu fais un processus de vente ou mettons que tu approches un client potentiel, tu as une rencontre exploratoire, le vidéo explicatif, ça serait de l'envoyer après pour donner plus de contexte, pour peut-être expliquer la proposition plus en détail. C'est quoi un peu le but de faire la vidéo en Loom, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, tout ce que tu écris par courriel, dans une stratégie, par exemple, de marketing automatisé, qui est strictement axée sur la conversion, tu reprends ces mêmes informations-là, mais tu le dis à vive voix, de vive voix. Donc, tu t'enregistres vraiment en expliquant soit une approche de service, une proposition de valeur, quoi que ce soit, puis tu viens soit l'intégrer dans un courriel. Comme ça, tout ce qui est naturellement est lu, là, il va être écouté. Ça permet à la personne de faire pause, de revenir en arrière. Il y a l'aspect visuel, il y a l'aspect auditif. Fait que tu viens éveiller d'autres sens chez la personne. Puis ça fait en sorte qu'évidemment, s'ils n'ont pas besoin de ton produit et service maintenant, quand ils vont en avoir besoin, ils vont se souvenir que tu avais une approche différente de toutes les 1001 autres courriels que tu as reçus. Fait que c'est là où est-ce que ça vient se distinguer. Donc, ça se fait en amont, dans le lead generation, mais aussi ça peut se faire par après. Fait que c'est super important là, de considérer ça. Ça se fait à tous les moments. Évidemment, il y a la version un petit peu plus simple ou light qui est juste en mode audio. Ça fonctionne super bien aussi. Puis juste le fait d'entendre la voix de quelqu'un, ça vient rehausser ta crédibilité surtout. Donc, c'est pour ça que c'est des méthodes qui sont, à mon avis, pas assez utilisées. Oui, puis récemment, justement, j'ai un ancien ami à moi, entrepreneur, qui ça faisait, je pense, 6 mois qu'on s'était pas parlé, puis il m'a envoyé une vidéo sur Messenger de lui. Il disait, il faudrait qu'on se fasse un meeting. Je disais, mais c'est plus cool que juste un petit message. Puis je suis comme, 100%. Oui, on se rencontre bientôt, puis on va se faire un meeting, puis on va se voir, mais tu sais. D'une manière ou d'une autre, tu l'aurais écrit dans un courriel. Oui, tu l'aurais écrit dans un courriel. Ça aurait été écrit à un message LinkedIn, un message Facebook, un message texte, peu importe. Mais là, quand tu t'enregistres, en mode un peu
raw, comme on dit, donc vraiment là, à froid, ben, c'est sûr que moi, je trouve que ça l'amène la chose d'une autre angle, puis ça vient un peu te rendre unique dans ton approche. Ben oui. Donc, c'est pour ça que... C'est intriguant. C'est intriguant. Ça pique la curiosité, puis je trouve que ça a du punch. Donc, c'est sûr que ça, moi, j'adore ça. Petit truc pour finir sur ce sujet-là. Ce que je faisais au début, quand j'ai lancé mon podcast pour aller chercher des abonnés précisément sur Instagram, c'est qu'une personne s'abonnait à mon compte, puis à chaque fois, j'envoyais un petit message vocal. Merci Mathis pour ton abonnement. J'apprécie. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'abonner au podcast, tu sais? Puis là, tu pars une discussion. Puis 100%. Des fois, ça arrivait que, écoute, j'ai réellement des besoins marketing. Tu peux-tu m'aider? Ben, c'est cool. C'est juste un petit effort. Ça prend 15 secondes. Puis je trouve que c'est plus cool aussi, quasiment plus rapide d'écrire un message. Fait que, ben oui. Puis tu sais, si je te demande combien de courriels similaires que tu as envoyés à différentes personnes, est-ce que tu as une base commune dans ce que tu dis que quand tu fais du démarchage, lead generation, tu dois avoir une base commune dans tes courriels? Oui. Bon, mec, si tu t'enregistres une vidéo qui explique ta base commune, c'est qu'après ça, tu fais simplement attacher le vidéo, embed dans ton courriel. C'est exactement la même chose. Déjà là, je viens probablement t'économiser une demi-heure par jour. Si jamais il y a 340 jours de travail dans une année, parce qu'on travaille les fins de semaine, évidemment. Oui. Ben, si on fait 340 x 30, ça vient un temps, une économie de temps qui est énorme. On ne calcule pas ça. On ne calcule pas ça. C'est comme ça, c'est une autre affaire plantée, c'est long. Mais à un moment donné, quand tu le fais, OK, là, tu vois vraiment la valeur ajoutée en temps et en argent. Là. Exactement. Fait que c'est un boost au début. Ça prend du temps, de l'effort, de l'énergie. Je comprends ça. Mais c'est quand on regarde le moyen-long terme que là, après, à coup de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça s'ajoute. Dans une semaine d'entrepreneur, ça fait une grosse différence. Très bon. On a parlé de ça un petit peu au début du podcast, les défis de lancement de Voltix. Tu veux-tu rentrer un petit peu plus en détail là-dessus? Comme, oui, on a parlé de comptabilité, de gestion, apporter un petit peu plus tous les chapeaux, mais précisément dans ton industrie, là, c'est OK, la compétition et tout ça, ça a été quoi la réalité quand tu t'es lancé pour partir? Là? Bien, tu sais, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment de définir à qui on veut s'adresser. OK. Moi, j'ai pris le choix d'y aller avec un type parce qu'à mon avis, c'était pas mal plus simple, ça m'ouvrait pas mal plus de portes. Donc, ça ne venait pas me peinturer un peu dans un coin et que je faisais que ça. Ça a été aussi de bâtir ton offre de service. C'est comment vas-tu présenter tes produits et services au grand public, puis comment les gens vont y voir une valeur ajoutée. Quelle est la réelle valeur ajoutée des services offerts par Voltix Consultation? Ça a été difficile au début. Il y a eu beaucoup de test and learn dans la méthodologie d'intégration. J'ai été dans une direction, c'était plus ou moins raffiné comme approche. J'ai pris un pas de recul, j'ai réajusté. Donc, au début, partir la machine à ce niveau-là, souvent, c'est assez difficile. Ça a été un défi surtout de notre côté. Puis bien évidemment, c'est de définir aussi à quel produit on veut s'associer. Parce que des CRM, des outils de marketing automatisé, des outils de lead generation, il y en a une quantité relativement importante, mais on ne peut pas toutes les faire. T'sais, on ne peut pas être expert dans tout, puis bon dans rien. Fait que c'est aussi de définir un peu à court, moyen terme avec quel type de produit on veut se coller. Et évidemment, il faut l'apprendre, il faut être certifié, il faut aller chercher une certaine expertise sur ces produits-là pour après éventuellement le proposer. Fait que ça aussi, ça a été un petit peu un challenge là, dans les débuts de regarder tout cet écosystème-là puis dire, OK, ben nous, cet outil-là, ça représente les valeurs de l'entreprise, de Voltix. Ça représente aussi beaucoup de facilité au niveau de l'intégration. C'est un produit qui est abordable. Fait que vraiment, ces éléments-là ont fait en sorte qu'on s'est gratté la tête un peu. Y a-tu précisément quelque chose que tu as sous-estimé? Écoute, c'est vraiment le oui. En fait, oui. Pour te répondre très explicitement, ça a été le temps accordé au développement des affaires. Évidemment, on est une entreprise de services dans laquelle le revenu est généré par le temps facturable. Donc, naturellement, c'est intuitif pour nous de se dire on facture, on bill, on travaille, puis on devient en mode facturable. Mais il y a le volet de développement des affaires qui ne peut être mis de côté. Parce que ce qui fait le plus peur pour un entrepreneur, c'est d'avoir un petit creux arrivé. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais en faisant un bon développement des affaires, ça permet justement de créer des projets sur le long terme. Donc, de bien travailler ou de bien plutôt utiliser les dates de lancement de projet pour s'assurer qu'on a une vélocité constante au niveau de l'entreprise. Très cool. Je garde la même question, Pascal, mais aujourd'hui, c'est quoi les défis actuels? En fait, ce qui est difficile au stade de Voltix, qui est en hyper-croissance depuis plusieurs mois, c'est évidemment de rehausser l'empreinte numérique de la marque. Donc, apprendre à se faire connaître, bâtir une communauté, créer du contenu. Donc, ça, c'est un défi qui est assez important.
C'est toujours le cas aujourd'hui de ne pas trop s'embarquer dans les opérations, la livraison de projets, mais d'aussi consacrer du temps fixe dans l'agenda pour le développement des affaires. Donc ça, évidemment, ça reste toujours un défi. Ensuite, c'est de faire grandir son portefeuille de partenaires certifiés. Donc, on a des Klaviyo, Zoho, on a Better Proposal, mais de grandir ce portefeuille de partenaires-là certifiés, c'est toujours un peu un challenge. Premièrement, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend des certifications à compléter qui viennent avec de l'étude. Donc ça, pour moi, ça reste des défis de taille là, qui sont toujours très, très, très présents aujourd'hui. All right. En phase d'expansion, il faut s'y attendre. Écoute, c'est normal, évidemment, puis en phase d'expansion, on se dit différents types de projets. Ouais. Donc ça veut dire que dans l'approche qu'on a d'avoir des méthodologies qui sont standardisées, qui sont facilement scalable, bien, c'est de standardiser ces différents types de projets-là. Donc, on parle autant du lead generation à petite taille, à grande taille, du coaching, des intégrations CRM, de plus petite taille. Donc, c'est vraiment de standardiser ces méthodes-là aussi qui restent un enjeu au quotidien. Cool. Écoute, on est rendu dans la section des questions Rapid Fire. Yes, on y va. OK, Pascal, en 30 secondes, explique-moi c'est quoi un CRM? OK, un CRM, en fait, c'est un outil qui permet d'accompagner la force de vente, donc de prendre une prise en charge rapide d'un lead jusqu'à la conversion en client. Nice, moins que 30 secondes. C'est quoi un outil de marketing automatisé? Un outil de marketing automatisé, ça permet à l'équipe marketing de sauver du temps et de l'énergie. Donc, que ce soit au niveau de l'envoi de courriel, d'envoi d'SMS, de la création de contenu, on vient vraiment faire des automatisations qu'au jour 1, tu fais play, puis ça va rouler automatiquement pour le reste de l'année. C'est quoi la différence entre un lead et une opportunité? Ah, la question. Un lead, c'est quelqu'un qui a un intérêt envers tes produits et services. Une opportunité, c'est dès qu'il y a un enjeu financier. Donc, par exemple, je dis à Anthony, j'ai des besoins en termes de création de contenu. Donc, je suis un lead, mais quand je dis j'aimerais savoir combien ça coûte, je deviens une opportunité. OK, cool. Ça, c'est une belle distinction. C'est quoi un pipeline de leads? Un pipeline de leads, en fait, c'est différentes étapes à laquelle il va avoir des interactions avec le lead et l'interaction va varier en fonction de la dite étape. Donc, par exemple, ça peut être un nouveau lead à laquelle on est très early stage dans le pipeline de lead, mais quand on devient une prise de rendez-vous, on est rendu plus loin dans le pipeline de lead. Donc, c'est vraiment un processus, des étapes qui va permettre d'amener le lead vers une opportunité. C'est quoi un outil de type low-code? Un outil de type low-code, ce sont évidemment des outils qui te permettent de faire de la configuration, de faire des workflows, de faire ce qu'on appelle des blueprints, sans nécessairement avoir à coder. Donc, arriver avec une base en HTML, en JavaScript, etc. Donc, c'est des outils qui sont facilement malléables, qui sont super puissants, sans avoir besoin d'un background de coding. This or that. Zoho ou Odoo? Zoho, bien évidemment, parce que j'aime l'écosystème d'application et la facilité d'intégration. Klaviyo ou HubSpot Marketing? Bonne question. J'irai avec Klaviyo parce que c'est le leader incontesté dans le marketing automatisé, à mon avis. Vue Kanban ou vue liste? Vue Kanban, je trouve que la vue Kanban est beaucoup plus facile à lire, puis ça permet vraiment de catégoriser plus facilement. Email marketing ou campagne sur les réseaux sociaux? Évidemment, je vais aller avec email marketing. Je vais prêcher pour ma paroisse. LinkedIn ou Facebook? J'irai avec LinkedIn, juste parce que moi, je suis dans un contexte un petit peu plus B2B. Donc, LinkedIn, pour moi, est un no-brainer. Tu fais un lien avec la prochaine. Projet B2B ou projet B2C? Ah ben voilà, poser la question, c'est y répondre. Donc, évidemment, un projet B2B. Cross-selling ou upselling? OK. J'irai avec du cross-selling parce que je crois que la majorité des produits et services ont des corrélations avec d'autres. Ciblage par comportement ou par intérêt? Moi, je suis un gars de données, donc naturellement, c'est sûr qu'on peut reporter sur les deux, mais j'aurais une tendance plus pour les comportements. SEO ou SEM? Ça dépend du contexte. D'entrée de jeu, je dirais SEO, pour le bien de la cause que c'est très peu dispendieux, c'est facile à faire une analyse SEO, puis ça va être bon sur une très longue durée. Campagne de conversion ou campagne d'engagement? Conversion. Je parle de lead generation, on parle d'opportunité. Donc, naturellement, moi, c'est d'aller chercher soit un lead, donc une conversion, ou une vente qui est une conversion. Banque d'heures ou temps immatériel? Ah, ça, c'est une bonne question. J'irai avec une banque d'heures parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis dans mon modèle d'affaires, je suis beaucoup mode estimation banque d'heures, mais facturation heures consommées. Fait que c'est un hybride entre les deux, mais banque d'heures. Celle-là, je pense que je connais la réponse, mais Asana ou Trello?
Asana, par les fonctionnalités, par tout ce qui est les différentes vues que ça nous offre. Okay. Trello, excellent pour le quotidien, pour une to-do list, quoi que ce soit, mais quand on veut vraiment gérer un projet d'une plus grande envergure, Asana, pour moi, c'est le go-to. Génération de lead ou lead nurturing? Oh, là, ça, c'est un petit peu plus difficile. J'irai en mode génération de lead parce que souvent, la majorité des clients, quand ils ont le lead entre les mains, savent un peu quoi leur dire, ont déjà été dans cette situation-là, mais c'est d'aller chercher un grand volume qui est souvent le défi. Investissement technologique ou investissement... Fuck. Investissement technologique ou investissement marketing? Ah, évidemment, je vais aller avec l'investissement technologique. Donc, rien de mieux qu'un bon CRM, qu'un bon outil de marketing et toutes les applications connexes qu'on peut associer à ça. Priorité hebdomadaire ou priorité mensuelle? Ah, c'est une autre très bonne question. J'irai avec priorité mensuelle. Parce que je trouve que souvent, il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de notre contrôle dans une semaine, qui vient un peu chambouler les objectifs. Le fait de l'avoir sur une période mensuelle, ça permet de nous ajuster un petit peu plus rapidement. Qualité des livrables ou vitesse de livraison? Ouf, qualité des livrables. Moi, je suis beaucoup pour offrir un service qui est axé sur les résultats, sur une bonne approche. Donc, je te dirais qualité over rapidité de livraison. Ouais, make sense. Dans le fond, données ou intuition? Ah, mais là, écoute, c'est sûr, données. La data. C'est sûr, la data, c'est super important. J'offre un service qui intègre des logiciels qui vont stocker, centraliser, structurer les données. Donc, données à 100%. Celle-là est vraiment bonne aussi. Fidélisation ou acquisition? Moi, j'irais avec la fidélisation pour la simple et bonne raison que le dit client, il est déjà chez vous. Il vous connaît. Donc, naturellement, pour moi, c'est beaucoup moins de temps et d'efforts sur fidéliser un client qu'aller en chercher un nouveau. Parler au-dessus ou parler au vous? Ah, ça, c'est sûr que c'est propre à chaque business. Moi, je suis pour le ton informel. Je suis pour une approche un peu plus conviviale, où est-ce qu'il y a une atmosphère un petit peu plus friendly. Donc, j'irai assurément avec un tu. Spécialisation ou diversification? J'irai avec la spécialisation parce que je pense que chaque créneau, chaque domaine requiert une expertise qui est un petit peu plus pointue. Puis souvent, c'est ce qui va faire la différence entre une firme versus une autre. Donc, d'avoir 1001 services, 1001 produits, pour moi, c'est un petit peu un red flag. Donc, j'irai beaucoup avec une spécialisation dans ce qu'on fait à 100%. Ben moi, j'avais une question pour toi. En fait, je vois soit le podcast, soit Vizina Media, ça grandit. Ça a été quoi les éléments qui ont fait en sorte que tu t'es dit, écoute, faut que j'amène la business à un autre niveau? Il y a eu un gros élément déclencheur, c'est que c'était arrivé cet été, puis tout mon temps était passé en montage vidéo. Évidemment, je passais pas de temps dans les ventes, donc j'étais rendu stagnant. Fait que j'étais rendu steady. Mais évidemment, moi, je voulais augmenter mes revenus, aller chercher plus de clients, développer la business. Fait que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai l'opportunité d'aller chercher un stagiaire avec le collège O'Sullivan à Montréal, collège de médias cinéma, et on a rencontré Antoine. Antoine a travaillé avec nous pendant 2 mois. Puis j'ai dit, Antoine, t'es sa coche. J'aimerais t'intégrer dans l'équipe officiellement. Puis voilà, maintenant, ça fait depuis septembre qu'il travaille avec nous, travail efficace. Puis ce qui me permet de faire, c'est qu'il me sauve énormément de temps en montage vidéo. Je touche presque plus à ça pour que moi, je me book des meetings dans la semaine. Fait que des meetings exploratoires. Mon processus de vente est beaucoup plus clair qu'avant et établi. Je fais pas juste envoyer une proposition papier par courriel puis on voit s'il y a une réponse. Là. Donc, il y a un suivi par rapport à ça. Mais fait que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans cette tâche-là. J'ai trouvé quelqu'un qui est vraiment bon. Puis moi, ça me permet de me concentrer sur ce que j'aime faire puis développer les affaires finalement de mon entreprise, faire plus de revenus. Cool. C'est ça. Ben écoute, pour faire un peu de pouce sur cette réponse-là qui est super, super intéressante, tu sais, avant d'arriver à ce stade-là, est-ce que tu connaissais les outils qui étaient à ta disposition pour justement faire une prise en charge d'un lead rapide? Est-ce que tu avais un processus de vente? Est-ce que tu avais des propositions qui étaient déjà préconçues? Parle-moi un peu de ça. J'avais des packages un peu. J'avais 2-3 offres de services qui étaient communes que j'utilisais puis j'envoyais aux clients. J'envoyais un PDF. Mais je faisais jamais de meeting exploratoire. Un exemple concret avec mon podcast, maintenant je suis rendu à l'automatiser à 100%, fait qu'Antoine le fait, mais
Je suis capable aussi de le monétiser dans un sens. Donc, j'ai pas de sponsor, j'ai rien, mais j'offre toujours des capsules supplémentaires aux clients. Donc, je charge un prix X pour combien de capsules pour tes réseaux sociaux que tu veux. Puis on établit des sujets ensemble. Puis comme ça, ça me permet du moins de financer mon podcast puis de faire un profit là-dessus. Je comprends. Mais ça, c'est en faisant un processus de meeting avec la personne, en rencontre, parfait, combien de capsules tu serais intéressé. Puis si on peut faire une relation long terme avec cette personne-là. Fait que c'est juste d'établir ça concrètement. Mais ouais, mon processus dans le passé, là, c'était vraiment pas... Cool. Ça faisait peur un peu. Ben ça, c'est super intéressant. Ouais. Puis est-ce que tu as un logiciel CRM? Non, j'ai Excel. Cool. Connais-tu Excel? Est-ce que tu connais Voltix? C'est ça la question. C'est quoi? Vous faites ça? Ah oui, écoute, c'est exactement. Non, mais pour vrai, ça serait pertinent. Ça serait pertinent. Mais écoute, tu vas voir, ça va te permettre de faire une économie de temps. Ça va te permettre de catégoriser aussi tes leads. Ce qui m'amène aussi à une autre question que j'avais pour toi. Auparavant, tu avais un modèle d'affaires qui était hyper, on va dire, packagé. Où est-ce que tu avais des forfaits. Sure. Est-ce que ça t'a permis d'aller générer des revenus supplémentaires par client? Dans le sens qu'auparavant, c'était un montant X pour un service Y, mais là, en les rencontrant, en faisant des phases découvertes, est-ce que ça t'a permis d'ajouter plus de produits, plus de services pour ces clients-là? En offrant des packages, tu veux dire? Dans un sens où est-ce qu'auparavant, tu vendais un package, un produit service X pour un produit Y. Donc, le client aurait probablement pris ça. Mais en discutant avec lui, peut-être qu'il va prendre le produit X, le produit Y, le produit Z avec plus 100%. De services. Est-ce que ça te... Dans le fond, la question que je vais poser, c'est est-ce que ça t'a amené à générer un revenu moyen par client plus élevé qu'auparavant? Oui, parce que si j'offrais le même package pour tout le monde, dans le sens, mais c'est peut-être un blocage pour des gens qui n'ont pas le budget mensuellement pour le faire. Fait que ce qu'on fait, c'est, disons, si tu veux une stratégie complète, OK, on a de l'accompagnement stratégique. Fait qu'est-ce qu'on fait comme contenu, des idées, des concepts et tout ça. Ensuite, on a le service de création de contenu sur place avec le client, mais peut-être que cette personne-là a juste le budget pour faire de l'accompagnement stratégique, trouver des bonnes idées. Puis cette personne-là, OK, chez elle, elle a son cellulaire, son ring light, ses micros DJI, parfait, mais moi, je suis prêt à filmer tout seul. Ben, je vais pas aller te charger de 2 ou 3 shootings par mois si tu es capable de le faire et tu n'as pas le budget non plus. Mais nous, on va être là justement comme coach ou consultant stratégique pour trouver des idées. Fait que ça, c'est une offre intéressante que, bon, en temps, ben, c'est un petit peu moins d'implication parce qu'on fait ça à distance, on coach cette personne-là. Puis ensuite, pour des clients qui n'ont juste pas le temps de le faire, qu'il faut le déléguer, ben oui, on a l'offre complète. Mais je pense que overall, c'est de s'adapter avec la personne, c'est quoi son budget, puis nous, il faut que ça soit intéressant aussi. Puis après, on sélectionne si oui ou non. Là. Fait qu'autrement dit, ça t'a amené un peu à diversifier ton offre de service, dans le sens où est-ce que avant tu étais très forfaitaire, maintenant tu es peu un équilibre, un hybride en fait entre forfaitaire, mais tu offres d'autres services en fonction de tes phases découvertes. Pour finir là-dessus, ce que je trouve cool, c'est que moi, je voulais pas me limiter à des trop, mettons juste des gros clients qui sont capables de payer ça, mais c'est comme, oui, c'est plus d'argent, I guess, mais j'aime ça travailler avec des travailleurs autonomes, des plus petits qui se lancent, qui sont inspirants, qui ont un projet le fun, mais qui sont limités dans leur budget, mais ça reste que moi, je vais être là comme pour propulser ton entreprise aussi, t'sais. Ça, c'est motivant, puis c'est la petite flamme à l'intérieur de toi, d'entrepreneur, c'est d'aider puis de pousser des entreprises locales, en tout cas entrepreneurs québécoises. Fait que, Cool. J'ai une dernière question pour toi. Parfait. Qu'en dis-tu de l'intelligence artificielle dans la création de contenu? Écoute, le AI, c'est un clickbait, là. Je veux dire, tout le monde plug AI, mais on sait pas c'est quoi vraiment AI, dans quel contexte. Je pense que c'est pertinent comme Opus Clip, par exemple, qu'on entend souvent. Fait que là, OK, est-ce que je paye un monteur ou je paye l'abonnement à Opus? Si je faisais du contenu anglophone, peut-être que j'opterais avec Opus. Francophone, on n'est pas rendu là. C'est une question de temps. Mais même quand on va être rendu là, je vais quand même être porté à aller payer un monteur à l'interne parce que je trouve que le point de vue humain de trouver une bonne capsule, un bon moment opportun dans un podcast, par exemple, c'est une qualité humaine. Je veux dire, oui, l'AI va pouvoir analyser peut-être d'autres podcasts ou d'autres créateurs de contenu, mais jusqu'à un certain point, quand tu as une personne qui travaille sur un projet constamment, il va savoir c'est quoi les sujets qui vont être qui vont revenir, c'est quoi les sujets qui vont être pertinents pour l'audience. Il y a une valeur ajoutée d'engager lui-même aussi. Fait que je pense que c'est intéressant pour automatiser, programmer des posts, peut-être au niveau des captions, automatiser certains processus, mais le background de trouver un bon moment sur un podcast, je pense que ça reste une qualité humaine. Fait que c'est un bon mix des deux. Puis tu sais, ChatGPT, ça prend un moment avant que je l'adopte. Mais maintenant, c'est mon assistant. Là. C'est mon every time. J'ai une question immobilière, question whatever. Il est là, puis il est pertinent, puis c'est incroyable que ça soit gratuit. Là. Fait que j'imagine même pas la version payante. Super intéressant. Puis toi? Écoute, moi, l'intelligence artificielle, c'est surtout au niveau de la génération de leads, la création de contenu, axé sur la conversion. Je pense que certains outils comme Claude, comme ChatGPT,
comme Make, Airtable te permettent de justement de sauver du temps dans le processus très tôt du lead generation. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va devenir un facilitateur dans tout ça. Mais après ça, quand on arrive à un certain niveau là, dans la conversion d'un lead, je pense que tu as besoin d'une interaction humaine. Je fais des rencontres avec les personnes. Donc, c'est un petit peu difficile d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce contexte-là. Mais je le vois dans les outils que j'intègre peu à peu, que ce soit pour la rédaction de fonctions super complexes. Tu peux simplement dire en textuel, je veux rédiger une fonction X, Y, Z. Et l'intelligence artificielle dans l'outil va t'écrire la fonction. Donc, autrement dit, c'est que tu écris une demande dans le jargon traditionnel, naturel. Donc, tu poses une question super ouverte, puis il va vraiment te retourner une réponse qui est la dite fonction. Fait que je vois que tranquillement, pas vite, les outils se tournent vers ça. Je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais encore une fois, à ce stade-ci, c'est beaucoup en mode bêta, en mode test. Mais tôt ou tard, je pense que c'est inévitable qu'on devra s'adapter à ce nouveau contexte-là parce que forcément, ça va être partout. C'est partout, il faut juste apprendre à l'utiliser, puis on ne va pas trop embarquer là-dessus, mais dans le contexte éducatif, système scolaire, il faut aussi ne pas démoniser cet outil-là. Ça reste que, je pense que de donner cet outil-là aux étudiants, puis de savoir comment l'utiliser, comment créer des bons prompts pour être plus performant, ça a de la valeur. Fait que, mais merci beaucoup, Pascal, c'était vraiment intéressant notre épisode aujourd'hui. Merci à toi. On se refait ça anytime. Anytime. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.